Vous avez voté pour un homme qui vous a promis de l'essence bon marché, la fin des guerres, le retour à une vie normale. 1 an et demi s'est écoulé et l'essence coûte plus de 4 dollars en moyenne dans le pays, soit 1 dollar de plus qu'avant. L'Amérique est en guerre, l'inflation a atteint son plus haut niveau en 3 ans et vient d'atteindre 4% par an. Et chaque soir, la télévision vous explique que la personne responsable de tout cela, c'est justement celle pour qui vous avez voté. La question n'est pas de savoir si c'est vrai, mais de savoir si c'est toute la vérité. Ou bien on ne nous dit qu'une partie de l'histoire. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner le tableau complet, du début à la fin. Et à la fin, vous déciderez vous-même de ce qui se passe réellement. Donc, la première partie, pour ainsi dire. Comment Donald Trump est arrivé au pouvoir et ce qu'il a promis. Novembre 2024. Donald Trump revient à la Maison-Blanche avec l'un des mandats les plus convaincants de ces dernières décennies. Près de 80 millions de voix. Pourquoi ? Pas parce que les Américains ont soudainement aimé son caractère, pas parce qu'ils aiment son compte Twitter ou son style. Ils ont voté pour des choses concrètes. La première, c'est l'économie. L'essence à 2 dollars. Les produits alimentaires à des prix raisonnables. La fin de l'enfer inflationniste dans lequel le pays a passé 3 ans sous Biden. La deuxième, c'est la frontière. Stop à l'immigration illégale. À la migration, oui, ce n'était pas une revendication marginale. Ce sondage montrait que la majorité des Américains, y compris les latino-américains, soutenaient la fermeture des frontières. Les gens en ont assez du chaos, des villes surchargées de migrants, du sentiment que les lois ne s'appliquent pas de la même manière pour tout le monde. Troisièmement, pas de nouvelles guerres, j'y mettrai fin, pas les commencer. Voilà ce qu'il disait. Et les gens y croyaient. Parce que pendant son premier mandat, il n'en a vraiment commencé aucune. Tel était le contrat, signé dans les bureaux de vote à travers tout le pays. Et ainsi de suite. Immigration, immigration. Les médias, eux, en réalité, ils ont complètement inversé l'image. Dans les premiers mois de son second mandat, Trump commence à tenir ses promesses concernant la frontière, les expulsions, des rafles, arrestation des clandestins. Et ici, il se passe quelque chose d'important qu'il faut comprendre. La majorité des Américains soutenaient porte l'arrêt de la migration illégale. C'est un fait confirmé par des dizaines de sondages. Mais lorsque les expulsions réelles ont commencé, l'image à la télévision a changé la perception. CNN, MSNBC, CBS. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Des enfants en pleurs. Des familles séparées selon près des bus scolaires, des mères tenant des nourrissons dans les bras et des agents de l'ICE. Chaque soir, 1 heure avec musique. Et voici ce qui s'est passé. L'Américain qui pensait le matin qu'il fallait fermer la frontière. Le soir, il regardait l'écran et se disait « Non, non, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas une tromperie au sens grossier du terme. C'est un choix de cadrage. C'est une décision éditoriale. Quelle histoire raconter ? Parmi 1 million de déportations, on en choisissait 10. Celles qu'on choisissait, celles qui semblaient les plus dures, et on les montrait encore et encore, encore et encore. La cote de popularité de Donald Trump sur l'immigration ont commencé à baisser. Pas parce que la politique a changé, mais parce que l'image a changé. Alors, première leçon. Dans la guerre médiatique, c'est celui qui choisit le cadre qui l'emporte. Le responsable éditorial. Ou bien, peu importe comment il s'appelle dans chaque cas particulier. Maintenant. La bombe iranienne, ce qu'on ne vous a pas dit. Le plus important, je pense. Cela explique tout le reste. Pourquoi Donald Trump, qui avait promis de ne pas faire la guerre, a-t-il donné l'ordre en février 2026 de frapper militairement l'Iran ? Pour répondre à cette question, il faut probablement remonter plus de 20 ans en arrière. En 2001, l'Ukraine, sous la présidence de Leonid Kuchma, vend à l'Iran un lot de missiles balistiques. C'est un fait confirmé par les renseignements américains et documenté à plusieurs reprises dans des sources ouvertes et dans des documents du Congrès. 6 autres missiles. Ils sont passés par des intermédiaires chinois. Mais le destinataire final s'est avéré être ce même Iran. Missile de type X-55, porté jusqu'à 3000 km. Jusqu'à 3000 km. Elle peut transporter des ogives de plusieurs centaines de kilos, y compris. Je vais vraiment vous faire plaisir. Nucléaire. Ce n'est pas une arme défensive. C'est une arme pour frapper Israël. Contre les bases américaines, dans le Golfe Persique, contre les capitales des alliés européens. Merci beaucoup. Donc l'Ukraine est le camarade Kuchma en personne.
Maintenant, le deuxième élément. L'Iran a enrichi de l'uranium pendant 20 ans. D'ici 2025, selon les estimations de l'AIEA et aussi du renseignement américain, Téhéran aura accumulé suffisamment d'uranium hautement enrichi pour fabriquer une dizaine, comme ils l'ont écrit, de charges nucléaires. Il s'agissait de centaines de kilos de matière enrichie à 60% et plus. C'est déjà la voie directe vers le seuil de qualité militaire. Et le troisième élément. Des spécialistes ont travaillé plusieurs années en Iran, certains avec une expérience nucléaire post-soviétique. Certains avec une expérience ukrainienne, qui aidaient pour les ingénieurs iraniens à comprendre les technologies d'intégration des ogives aux vecteurs balistiques. Ce ne sont pas des suppositions. C'est ce que le renseignement américain savait et notait dans des rapports confidentiels depuis des années. Additionnez tout cela. Des vecteurs d'une portée de 3000 km. Ajoutez à cela le matériau pour les charges nucléaires. Ajoutez la compétence technique croissante. C'est ça la ligne rouge. Washington ne pouvait pas laisser Téhéran franchir cette limite. Pourquoi Téhéran ? Car c'est le seul pays qui évoquait ce sujet quotidiennement, 5 fois par jour, que dès que nous aurons des armes nucléaires entre nos mains, nous frapperons Israël et les bases américaines. Waouh ! Trump le savait dès le début de son second mandat. Les rapports de renseignement, ils étaient imposés sur son bureau chaque matin. Et il savait, si l'Iran terminait l'assemblage, il serait alors impossible de l'arrêter. Bombarder les dépôts souterrains, à une profondeur de 80 à 100 mètres sous la montagne de Fordo, ce n'est pas la même chose que de frapper une installation en surface. Même les bombes anti-bunker américaines les plus puissantes atteignent là-bas leurs limites. En d'autres termes, soit maintenant, soit jamais. Ce n'était pas un choix entre la guerre et la paix. C'était un choix entre une crise contrôlée, aujourd'hui, et le chantage nucléaire, demain. Le 28 février 2026, les frappes ont commencé. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, et c'est là que tout ce que Donald Trump avait promis à ses électeurs a commencé à s'effondrer sous leurs yeux. Pas parce qu'il le voulait, mais parce que c'était le prix inévitable de la décision, qu'il considérait comme la seule option possible. Là, en revanche, ça a grimpé $100 et plus. Pour la première fois depuis des années. Il me semble que Brent a atteint 114, si je ne me trompe pas, au sommet. L'essence dans les stations-service américaines a dépassé $4,50 par gallon en moyenne. Moyenne nationale, en Californie c'était presque $7. La personne qui, en 2024, a voté pour $2 le gallon se tenait à la pompe et payait, 2 fois plus cher. L'inflation qui semblait commencer à baisser est repartie à la hausse. Aliments, billets d'avion, transport de marchandises, tout dépend du carburant. Et en réalité, presque tout en dépend. La popularité de Trump s'est effondrée. Elle est tombée à 36%, et concernant l'économie, jusqu'à 29%. C'est plus bas que celui de Biden. Oh mon Dieu, les pires moments. Même parmi les républicains, 40% désapprouvent. Les actions de Trump face à l'inflation. L'homme qui a été élu pour sa promesse d'une vie moins chère est maintenant associé à une guerre coûteuse. Et là, la machine médiatique est encore intervenue. Chaque soir. Sur toutes les principales chaînes. Toujours le même cadrage. Trump nous a entraînés dans la guerre. Trump ne gère pas l'économie. Trump a trompé les électeurs. L'inflation de Trump. La guerre de Trump. Aucun mot sur les actes réels de l'Iran durant toutes ces années. Aucun mot sur les missiles achetés au début des années 2000. Aucune mention des centaines de kilos d'uranium enrichis sous la montagne, ni de ce qui aurait pu arriver dans un an sans action. Seulement une image, Trump déclare la guerre, les prix grimpent, la vie devient plus chère. Ce sont des professionnels à l'œuvre. Techniquement, tout est vrai. Les prix ont vraiment augmenté, la guerre a vraiment commencé sous Trump. Mais le contexte a été supprimé. Et sans le contexte. La vérité devient quoi ? Vous avez deviné, un mensonge. Un pur mensonge, un mensonge. Un électeur indépendant, qui regarde les infos 21 minutes par jour, qui ne lit pas les rapports des services de renseignement. Il voit une image, et l'image lui parle. Quelque chose ne va pas. Eh bien parce que c'est important pour vous, pour ceux qui vivent dans la diaspora russophone. Et il observe cela, d'un point de vue particulier, disons.
Nous avons déjà vu cela auparavant. Nous avons vu comment fonctionne le récit, quand les faits sont remplacés par une image. Nous savons reconnaître cette méthode. C'est précisément pour cela. Ce qui commencera le 19 juin aura pour nous une signification particulière, parce que quelque chose est en train de changer maintenant, et de façon fondamentale, et c'est de cela qu'il sera question ensuite. Le 19 juin. Je l'appellerai le point de bascule. Pas encore un retournement, un tournant. Genève, signature du mémorandum entre les États-Unis et l'Iran. J'espère que cela aura lieu, c'est encore possible. Nous sommes aujourd'hui le 17, il reste encore 2 jours. À partir de ce moment-là, Trump s'avance vers le micro, et il dit ce que « les médias ne pourront pas ignorer cela, quoi qu'ils fassent ». Trump dira « Je ne parle pas à sa place, mais l'essentiel est « Je ne vous ai pas entraîné dans une longue guerre. J'ai fait ce que je devais faire. » Parce que tout président, responsable de la sécurité de son pays, est obligé de la protéger. L'Iran était à 2 doigts d'obtenir l'arme nucléaire. Ils avaient des vecteurs, des missiles achetés il y a 20 ans, ils avaient le matériel, ils avaient des spécialistes, nous avons arrêté cela. En 38 jours d'opération active, sans troupes terrestres, sans faire des milliers de morts, la guerre est terminée. Et ensuite le plus important, pour chaque Américain, qui fait la queue à la station-service. Le détroit d'Ormuz s'ouvre, le pétrole va couler. Les contrats à terme baissent déjà. 6 semaines, vous le verrez à votre station-service. Ce n'est pas seulement une déclaration politique, ce n'est pas juste une déclaration politique, c'est une promesse que le marché commencera à tenir immédiatement. Et le pétrole est déjà en train de baisser, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Donc voici le pétrole léger, soi-disant, $77 pour les contrats à terme, $77 pour les contrats à terme, mesdames et messieurs, il y a encore 1 mois. C'était combien? 95. Pour l'automne, si le détroit reste ouvert, les analystes prévoient 65 à 70. À l'automne, l'essence coûtera entre 3,20 et 3,50 $, le gallon au lieu de plus de 4 $. L'inflation passera de 4 à 2, voire 2,5%. L'inflation 3 au maximum. Ce n'est pas de la magie. C'est la physique du marché. Bien sûr, n'est-ce pas? Pétrole, transport, produits, vie, tout est de bon marché. Oui, produit de bon marché. Ils ont voté en novembre 2024. Les gens ont besoin de temps pour le ressentir. Il faut environ 6 à 8 semaines avant les élections pour que les gens le sentent. Et il nous reste 5 mois. Messieurs, je l'ai dit probablement plusieurs fois, messieurs, que d'après tous les calendriers électoraux et autres, Trump et les républicains, pour gagner en novembre, doivent mettre fin à la guerre. Et commencer tout ce dont nous allons parler maintenant, commencer pas plus tard que fin mai, début juin. Et puis, à un moment donné, j'ai dit au plus tard le 15 juin. Et messieurs, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes arrivés au tout dernier moment. J'espère que nous sommes arrivés. Le 19, cela peut encore arriver, mais considérons que nous sommes arrivés. Et qu'est-ce qui va commencer le 19? Tout d'abord, ils vont déballer énormément de linge sale. Je vais vous expliquer. L'économie n'est que le premier front. Parallèlement, ce que les politologues appellent un changement de paradigme informationnel commence. En russe. C'est simple. On révèle enfin ce qui était tu depuis des années. Les affaires longtemps restées dans les dossiers du ministère de la Justice bougent. Et il ne s'agit pas de détails insignifiants. Des schémas, des falsifications des résultats électoraux dans plusieurs villes clés. Et avec des documents, des témoins, des traces numériques. Des affaires de pots de vin, de rétrocommission dans l'attribution de contrats fédéraux dans lesquels apparaissent les noms de membres du Congrès, des démocrates. Ce n'est pas assez, une histoire de milliards de dollars qui sont passés par l'USAID et d'autres agences vers des organisations affiliées à des donateurs politiques, donc aux démocrates. Encore, tout dans la même poche, aux démocrates, l'argent des contribuables. Transformé en argent pour le parti démocrate. On appelle ça du capital politique, au sens financier du terme. En lien avec une série de législateurs et des lobbyistes étrangers qui agissaient dans l'intérêt de « oh, à votre avis, de nos proches amis ?» Non. Pékin était errant. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont des affaires criminelles avec des noms précis, des dates, des montants. La différence entre une version et un fait est très simple, une arrestation ou une mise en accusation.
C'est ici qu'apparaît un personnage auquel personne ne s'attendait. Hunter Biden, un homme que son propre père considérait apparemment comme le maillon faible. Hunter qui a été condamné, gracié et qui maintenant garde de la rancœur, donc voilà, de la rancœur envers tout le monde. Donc pour un homme, pour un père qui a été sacrifié au nom de la politique. Donc Lénine pour son frère et lui pour son père. Ce n'est pas un héros, ce n'est pas injuste. Il a lui-même participé aux combines qu'il décrit lui-même. C'est justement pour cela qu'on le croit là où on ne croirait pas quelqu'un d'extérieur. Il connaît le système de l'intérieur. Il cite des noms, dans son cas c'est important. Il y a des documents, lettres, correspondances et registres financiers. Mon parti. J'ai dit Hunter Biden, ce groupe de personnes, ce sont ces mots, qui ont appris à bien parler du peuple, tout en volant. Du même peuple ? Voilà l'essence de son témoignage, brutalement sans diplomatie. Mais tout le monde comprend. Tout cela aurait eu un effet limité si le paysage médiatique ne changeait pas. Mais il change bel et bien. Il y a 1 an à peine, ils auraient pu passer cela sous silence. Parce qu'en réalité, même la vérité la plus convaincante a besoin d'un canal de diffusion. Même si c'est une vérité incroyable, si personne n'en parle, nul ne le saura. Le paysage médiatique américain a radicalement changé ces derniers mois. CNN, la chaîne qui, pendant une décennie, a été le principal outil de formation du récit de gauche, change de propriétaire. À la tête du département éditorial se trouve Bari Weiss, une journaliste qui a quitté le New York Times précisément parce qu'il était impossible d'y dire la vérité. Elle dirige déjà CBS. Ce ne sont pas de simples changements de personnel. C'est une sacrée révolution. Je veux dire une révolution éditoriale. Newsmax n'est plus une chaîne originale pour l'ultra-droite. Ce public a atteint des chiffres comparables à ceux de Fox. Et Fox essaie aussi de regagner la confiance du public conservateur perdu après 2020. Mais sans doute, le plus important n'est pas la télévision. C'est la blogosphère, c'est YouTube, c'est Substack, c'est X. Ce sont des centaines d'auteurs, en russe, en anglais, en espagnol, avec un public d'1 million, 5 millions de personnes, des gens qui ne dépendent tant pas des annonceurs, qui n'ont pas besoin de faire valider leur contenu par le service juridique, qui disent simplement ce qu'ils voient. Ce sont eux qui sont devenus la nouvelle presse de l'Amérique. Ce sont eux qui ne laisseront pas passer sous silence ce qui se passe. Cela signifie ce qui suit. Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'histoire de la corruption et de la démocratie d'un parti politique parviendra à une partie du public qui ne l'avait jamais entendu auparavant. Nous côtoyons des gens ignorants de tout ce que nous savons sur eux depuis des années. Ils ne s'en doutent que pas et quand nous parlons, ils répondent « De quoi parlez-vous » ? N'importe quoi. Vous l'avez simplement inventé car cela n'a jamais été montré à la télévision. Parce qu'ils regardaient CNN. Ceux qui pensaient que tous les politiciens étaient pareils auront maintenant des noms et montants précis. Peut-être sont-ils semblables, mais certains volent, d'autres non. Peut-être que ceux-là ont été attrapés, pas les autres. Ceux-ci l'ont déjà été. Appelons cela l'arithmétique de novembre. Qu'est-ce que cela signifie pour les élections de novembre ? La cote de popularité de Trump est maintenant de 37. Bon, 37 ou 40, un bon 40, c'est extrêmement bas pour un président dont le parti contrôle les 2 chambres du Congrès. Historiquement, un tel taux signifie une perte de 20 à 35 sièges à la Chambre des représentants. Mais l'histoire n'est pas linéaire. La coïncidence de plusieurs facteurs peut changer l'équation. Eh bien, le premier facteur, c'est l'économie. D'accord ? Si en octobre l'essence coûte 3,5 $ au lieu de 4,5, ce n'est pas une statistique. C'est ce que la personne ressent à chaque fois qu'elle va à la station-service. Et il y va 1 fois par semaine. Sur les 5 mois qui précèdent les élections, cela fait 20 rappels. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Il pense quelque chose change. Vous êtes sur la bonne voie, camarades. Le second facteur est la fin de la guerre. Les Américains sont pragmatiques. Ils ne veulent pas de défilé de victoire, mais que leurs fils ne meurent pas à l'étranger. Si la guerre se termine et qu'il n'y a pas eu de pertes énormes sans occupation, cela compte. Le troisième facteur, ce sont les affaires de corruption. Eh bien, tous les Américains ne suivront pas les détails, mais l'effet fonctionne différemment.
Il suffit que se forme une impression. Oh, leurs mains ne sont pas propres non plus. Cela neutralise l'argument principal des démocrates. Nous sommes moralement supérieurs. Une seconde, quelle morale, bon sang? Vous êtes beaux des voleurs. Le quatrième facteur, qui s'est avéré critique, s'appelle les médias. Quand CNN cesse d'être le monopole du narratif de gauche dans les dons, dans chaque station-service, dans chaque café, dans chaque cordonnerie, dans chaque aéroport, partout CNN. L'équation change. Les lecteurs indépendants, qui reçoivent des informations de 5 sources au lieu d'une seule, pensent différemment. Le résultat cumulé lors de la mise en œuvre des 4 facteurs. Les républicains, au lieu de perdre les 20 à 30 sièges attendus à la Chambre, conservent soit la majorité, soit ne perdent que 5 à 10 sièges. Au Sénat, ils renforcent plutôt leur position. Ce n'est pas un triomphe, c'est une survie. Mais en politique, survivre lors des élections de mi-mandat, c'est aussi une victoire. Oui. Nous, la diaspora russophone, même si nous parlons très bien anglais, nous regardons ces événements d'un point de vue un peu particulier. Vous l'avez remarqué, j'en suis sûr, n'est-ce pas? Nous savons ce qu'est la propagande d'État. Nous savons à quoi ressemble un média qui sert le pouvoir et non les citoyens. Nous savons lire entre les lignes. C'était notre spécialité, n'est-ce pas? Lire dans la Pravda, lire entre les lignes. Dans la Pravda, il n'y avait pas de vérité. Dans les Izvestia, pas de nouvelles. C'est pourquoi certains Américains, habitués à une presse libre, ne voient pas ce que nous voyons. Ils y croyaient, ils continuaient d'y croire, ils ne regardaient en a que CNN, mais moi je n'y crois pas à CNN alors qu'eux, ils croyaient à CNN. Mais nous voyons le choix du cadrage, nous voyons le contexte supprimé, nous voyons comment une même histoire peut être racontée de 2 manières complètement différentes, et les 2 fois, ce sera la vérité. Alors quoi, ici ce n'est pas la vérité? Tout est vrai, mais on n'en montre que la moitié. Mais nous, on voit encore autre chose. Nous voyons qu'en Amérique, contrairement aux pays d'où beaucoup d'entre nous viennent, le système fonctionne. Les tribunaux bloquent les décisions du président. Cela peut vraiment nous déplaire, mais ils les bloquent. C'est-à-dire qu'ils le peuvent. La presse change de propriétaire, mais elle ne ferme pas. Donc, attendez une seconde, c'est aussi possible. L'opposition existe, les élections ont lieu. Messieurs, c'est un système imparfait. C'est une démocratie bruyante, sale, coûteuse, très souvent vexante, mais c'est un système. Et dans 5 mois, ce système rendra à nouveau son verdict. Je ne veux pas finir par une prévision, je veux finir par une observation. Chaque fois qu'il semble que tout est cassé, que les médias mentent, que les politiciens volent, que les électeurs ne remarquent rien, l'histoire prend un tournant totalement inattendu. CNN change de rédaction. Hunter Biden ouvre ça, excusez-moi, je dois le dire, sale bouche. Le pétrole baisse, la guerre se termine. Un blogueur avec un ordinateur portable atteint 1 million d'abonnés. Et il dit ce qu'une grande chaîne a peur de dire. Puis il le répète encore une fois, en disant « Les gars, faites attention, oui, voilà ce que j'ai dit ». L'information, c'est comme, l'eau, elle trouve toujours un chemin. Toujours. Et les gens, surtout ceux qui savent ce que c'est que de vivre sans liberté, savent apprécier la vérité, quand ils l'entendent. Bien sûr, parce qu'ici, pendant plusieurs années, on n'a pas du tout entendu la vérité. 5 mois, ce n'est pas aussi peu qu'on le pense. C'est une véritable éternité politique. Et en 5 mois, beaucoup de choses vont changer. Je ne sais pas comment finiront les élections de novembre. Personne ne le sait. Mais je sais une chose. Dans un pays où la loi fonctionne, où la presse peut évoluer, où une seule personne avec des documents peut changer le récit, la vérité a toujours une chance. Et ça, c'est déjà énorme. Pour le dire en russe, ce n'est pas rien. Si cette chaîne, mesdames et messieurs, vous a été utile, alors abonnez-vous à la chaîne. Notre chaîne principale qui s'appelle... Comment elle s'appelle? Leon Weinstein US. Oui, écrit en un seul mot. Et abonnez-vous aussi à Dorojnae Kartak Svobodé. Sur ce, nous terminons. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.